Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser des parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres et à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi qui m'écoutes ces conversations enrichissantes, inspirantes et tellement pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Et pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir, toi aussi, ta vie, quel que soit le domaine. Alors, sans plus tarder, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute! Hello, hello! Salut boy! Bonjour, bonjour. Salut, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Ça fait très, très plaisir d'être là en tout cas. Ça fait Ah, vraiment, vraiment très plaisir. ouais, bah, franchement, tu sais pas, je pense que le plaisir est totalement partagé. Je pense il est très, très, très élevé, autant pour toi que qu'il est pour moi. Heu J'attendais mon tour avec impatience. Eh, surtout qu'en fait, en réalité, je le dis beaucoup, je crois que j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, plusieurs épisodes et j'en ai même parlé dans une émission télé que j'ai faite il y a pas longtemps. On m'a Ouais. demandé d'où vient l'idée du podcast et tu vois? Et je rends toujours à César ce qui est à César, c'est-à-dire toi, parce que tu es la première. Ouais? Ouais, bah, ouais, tu es la première personne à m'avoir introduit, à l'idée d'avoir un podcast, tu vois? Et c'est toi que c'est gra Ah, je savais pas. ah si, si, OK. c'est toi qui m'a fait découvrir les podcasts je crois qu'on était en 2020, non 2021, juste avant que tu ne partes au Canada. Et OK. et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert le truc. J'ai commencé à me mettre dedans, comme je sais pas si tu te souviens le projet qu'on avait de lancer un podcast à plusieurs Oui, fois. oui, exactement, oui, Ouais, oui. donc du coup Ouais, ouais, et ouais. comme ça n'a pas pu se faire, moi j'ai gardé le truc en tête et j'ai fait évoluer le truc pour que ça devienne, à mi-parcours quoi, tu vois? Ah non, c'est vraiment très, très bien. En plus, on avait commencé une ébauche, mais finalement, avec la vie familiale, les projets, tout ça, ça n'a pas pu se faire. Ouais, Mais en tout cas, c'est un super projet que tu as, franchement. merci, Et merci. quand j'ai vu que tu l'as sorti, j'étais pas surpris, mais je me suis dit: «Beh, évidemment qu'il allait le faire». Ouais. C'était sûr que c'était plus qu'une évidence. Bah oui, c'était ça. Ouais. Ouais, j'ai mûri le truc, ça m'a quand même mis quoi? Ça m'a quand même mis, j'ai commencé à écrire du coup, j'ai commencé vraiment, le projet en 2022, commencé à mûrir le truc et ça s'est finalisé vraiment que, en 2023. Excuse-moi. Je t'entends plus. Ouais, ouais, excuse-moi. Oui. OK. Ouais, ça s'est finalisé vraiment en 2023, mais là, à partir de ce moment-là, j'étais lancé, quoi. En tout cas, je suis ravi de faire partie de ce projet, en tout cas. OK. Attends, est-ce que donne-moi juste 2 minutes, s'il te plaît, OK? Pas de problème, vas-y, vas-y, vas-y. OK, c'est bon, on est de retour. Désolé, désolé. Ouais, Ouais, c'est pas de c'est problème. Timothée qui ne dort pas. Je couperai ça au montage. Ah bah, ça, c'est les aléas, hein. Ouais, les aléas, les aléas. OK, donc là, après cette introduction, la question que j'aime poser pour introduire ce podcast, c'est: si tu devais résumer ton parcours de vie en 3 mots, quels sont les mots que tu choisirais? En 3 mots, je pense spiritualité, discipline et sport. OK, C'est vraiment les 3 piliers qui m'ont aidé à me construire et à me bâtir aujourd'hui en tant qu'homme. Donc je m'appuie toujours sur un de ces 3 piliers-là ou les 3 en simultané et je pense que s'il en manque un, bah, je me sens un peu incomplet ou alors je tombe de ma chaise et du coup, j'ai envie de remettre l'autre, un des piliers sur le pied pour que je puisse repartir dessus. OK. Donc tu as dit spiritualité. Le deuxième, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit spiritualité, le sport et la discipline. Oui, c'est ça. OK. Ouais, ouais, je voulais pas, j'avais manqué, j'oubliais la discipline. OK. Pourquoi spiritualité?
Parce que je pense qu'on peut pas vraiment, ignorer l'aspect spirituel parce que moi j'ai toujours estimé que nous sommes des êtres spirituels qui vivons l'expérience humaine plutôt que le contraire. Je pense que nous sommes vraiment des êtres spirituels avant toute chose et on a l'occasion d'expérimenter l'expérience humaine, donc on est des êtres spirituels avant toute chose. Donc il faut vraiment qu'on ne mette pas de côté cet aspect spirituel-là de la chose, quelle que soit la spiritualité comme on l'entend, mais il faut pas qu'on le mette de côté parce que pour moi, c'est vraiment essentiel et ça m'a toujours servi dans toutes mes démarches, dans toute ma vie et encore aujourd'hui. OK, OK. Et pourquoi discipline alors? La discipline, c'est ce qui me permet de continuer même quand j'ai pas envie. Quand j'ai pas envie d'y aller, j'essaie toujours de mettre un point d'honneur à me dire: «Le réveil il sonne, il faut quand même se lever, j'ai pas envie d'aller au sport, je suis fatigué, il pleut, j'y vais quand même parce que» et je pense que la discipline, c'est au-delà de la motivation, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que moi et c'est ce qui permet de faire les choses même quand on n'a pas envie et surtout de les faire surtout quand on n'a pas envie de les faire, en fait. C'est-à-dire que quand tu si quelqu'un qui manque de discipline va se retrouver facilement des excuses, va se trouver facilement des raisons de ne pas le faire et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé, qui malgré la motivation que j'avais, si j'étais pas discipliné, je pense que j'y serais pas arrivé. Mmh. OK, OK, OK. Et pourquoi le sport du coup? Le sport m'a révélé, on va dire. Oh Le waouh! sport a révélé mon caractère, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'étais capable de faire, de me surpasser, tant physiquement que mentalement et je pense que le sport m'a révélé, ça révèle vraiment mon caractère. OK. C'est vrai que depuis que je te connais, tu as été toujours, un grand sportif parce que je me souviens même, à quel point tu faisais déjà beaucoup de crossfit, et Ouais, exact, ouais. tu avais déjà un mode de comment ça s'appelle? Des habitudes comment on appelle ça? Alimentaires déjà très restrictifs et j'étais déjà surpris à l'époque. Je me souviens quand tu me disais que tu mangeais, un repas tous les 2 heures, je sais pas si tu te souviens? Ouais. Oui, c'est vrai. Et tu con Exactement, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Quand j'ai découvert le CrossFit, je me suis dit: «Mais c'est possible» parce que j'ai vu des choses au CrossFit, j'ai vu des personnes âgées, j'ai vu des personnes moins jeunes, j'ai vu des femmes réaliser des prouesses en haltérophilie, par exemple, je me suis dit: «Mais comment c'est possible?» C'est juste que le mentalement, quand tu y arrives, tu peux faire des grandes choses avec ton physique mmh, et vu que c'est le premier cadeau qu'on a, faut prendre soin de son corps pour pouvoir y arriver, en fait. yes, effectivement. Et du coup, tu continues à faire du crossfit aujourd'hui, c'est ça? Non, je fais pas du crossfit, mais je fais des entraînements qui sont similaires au crossfit, mais je m'entraîne toujours autant, oui. OK, 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 OK. Du coup, qui es-tu? Je suis Johan Acombi, j'aurai 43 ans là dans quelques jours là, je crois dans une semaine, oui. Je vois encore très bien malgré mon grand âge et je viens du Gabon originellement. J'ai quitté le Gabon à 18 ans, après le bac et j'ai été en France pour mes études. Je suis resté en France une vingtaine d'années et là maintenant aujourd'hui je vis au Canada depuis 5 ans maintenant avec ma femme et mes 2 enfants. OK, OK. Quelles sont tes activités du coup? Activité, au quotidien? Professionnelles, extra-professionnelles, de quoi tu te nourris? On a déjà parlé de sport, mais Au et autres quoi du coup? alors aujourd'hui je suis, d coordonnateur informatique pour une compagnie qui vend du matériel pour les travaux. Donc je coordonne tout ce qui est informatique au niveau du groupe avec les succursales. C'est l'informatique que toujours j'ai fait des études informatiques, donc ce qui fait que l'informatique, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est quelque chose que j'essaie d'explorer à tous les niveaux, tant l'informatique matérielle que l'informatique logicielle. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est je suis toujours à jour à essayer de me tenir à jour de tout ce qui se passe parce que ça va très, très, très vite Ouais, ouais. et ce que j'adore ça donc je pense pas que je pourrais m'éloigner un jour complètement de l'informatique Ah, donc c'est vraiment ça mon cœur de métier que j'adore. d'accord. Et comme d'autres activités, ben, j'aime bien sortir, avec des amis. Je précise hommes,
des amis masculins pour me recentrer de temps en temps, une fois de temps en temps pour revoir pour me recentrer dans l'énergie masculine, pour revoir comment est-ce de quoi ils se nourrissent, de comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce ils se comportent, les challenges qu'ils rencontrent et cetera et cetera. Là, avec la distance, c'était un peu difficile parce que j'avais pas forcément d'amis ici, mais au début, mais maintenant je suis assez entouré et je trouve que c'est quand même important de toujours avoir un cercle d'amis masculins avec qui on peut parler, avec qui on peut se montrer vulnérable, avec qui on peut partager les challenges qu'on rencontre. Parce que ça nous permet à nous de revenir quand on rentre chez nous avec nos familles et nos enfants, de se ressourcer, de pouvoir faire bénéficier tout le monde finalement. Ça en bénéficier à tout le monde de se pouvoir sortir un peu du cercle familial. Parce qu'on a beau dire ce qu'on a beau dire, la famille, on a beau l'aimer énormément, on a quand même tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Ah pardon, Je ah OK. je t'entends très bien. La famille, on a beau l'aimer énormément, c'est comme un travail. Si on n'a pas de jour de repos, ben, on va péter un câble au bout d'un moment. Donc c'est vraiment important de temps en temps de sortir un peu, de prendre un peu d'air. Donc ça fait partie de mes activités. J'ai mis un point d'honneur à ça, à toujours sortir un peu de ma famille pour rejoindre des amis et revenir. En famille, on aime bien les activités de famille que du type, des petites sorties. En ce moment, c'est la période de l'automne, donc il y a beaucoup de cueillettes de pommes, de cueillettes de citrouilles. Donc on aime bien faire des jeux en famille, on aime bien là, les enfants sont encore petits, donc on a encore l'occasion de leur apprendre de nouvelles choses qu'ils savent pas encore, de leur faire découvrir des choses et ça, je pense que c'est un véritable cadeau d'être le premier à leur montrer, à voir leurs yeux briller quand ils découvrent quelque chose, ils découvrent, et ça, c'est mon petit bonheur de tous les jours, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vois totalement en tant que papa aussi, je vois totalement de quoi tu veux parler. Et du coup et du coup, donc bon, là, comme tu en avais déjà parlé quand même de sport, dans quel, on va filer la conversation, dans quel environnement familial as-tu grandi? J'ai grandi avec ma grand-mère principalement parce que ma mère, était en elle est retournée aux études quand elle m'a eu. Donc j'ai grandi avec ma grand-mère et mon père était là, mais il était aussi à l'étude, donc c'était un peu compliqué et j'étais entouré de beaucoup de femmes et beaucoup de présence masculine également. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais comment est-ce que nos grands-parents ont éduqué nos enfants, enfin nos parents finalement, et j'ai appris malgré moi comment est-ce que les femmes pouvaient se comporter entre elles et pouvaient se comporter avec les hommes finalement. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à mener une réflexion certaine sur comment est-ce que les hommes et les femmes puissent bien vivre ensemble, et cetera, et cetera. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Et en Afrique, c'est pas souvent, c'est souvent le même schéma qu'on retrouve, c'est que parfois, le père il est absent, parfois le père il est présent mais absent, mentalement. Donc il y a quand même cet aspect-là que je trouve important et ça fait partie d'un de mes nombreux combats aujourd'hui, c'est de redonner à l'homme sa place dans la famille et dans la société, en fait. OK, OK. Ouais, là, je pense qu'on a un sujet, très, très important là-dessus. On va revenir dessus, tout à l'heure. Parce que je sais que en fait, quand je parle souvent de toi, quand je te cite, tu vois, à quel point tu m'as marqué, c'est que je parle toujours de toi un peu comme le vieux sage parce que tu as toujours eu des réflexions et des analyses de notre société que j'ai toujours trouvées, mais tellement précises et en fait, le mot que je trouve, c'est accurate, toujours, Ah ouais, oui, ouais, tu vois? Et j'apprécie vraiment ça, donc donc faut absolument qu'on creuse cet aspect-là, tu vois? OK. Et dans ce cas-là, quel type d'élève tu étais? À l'école, principalement, j'étais vraiment quelqu'un de très studieux et très curieux
et ce qui m'a ce qui m'a toujours fasciné, c'est que je faisais souvent le parallèle entre ce qui était facile pour moi et ce que j'aimais vraiment. Par exemple, si j'étais bon en maths, ben, c'est pas forcément que j'aimais les maths, mais vu que j'étais bon là-dedans, ben, je me penchais vers là. Et il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes aujourd'hui qui ont plus basculé vers la facilité parce que, bah, ils ont des facilités dans un domaine, donc ils vont vers là-dedans, plutôt que ceux qui leur tient vraiment à cœur. Et donc à l'école, moi, j'étais vraiment l'élève qui questionnait un petit peu ce que j'avais appris. Je le questionnais, au niveau du sens dans le sens où je demandais à moi-même: «Est-ce que ça va m'aider plus tard?» Et je questionnais le professeur pour me dire: «Est-ce qu'il y a pas d'autre façon d'apprendre que la façon que vous nous enseignez là?» Et c'est parfois très mal vu de questionner l'autorité, on va dire. J'étais pas du tout l'enfant rebelle, mais j'étais plutôt l'enfant qui rentrait dans les cases, qui faisait ce qu'il y avait à faire, mais qui était très studieux malgré tout, très, très studieux. OK, OK. Et à ce quel est le est-ce que tu aurais une anecdote qui aurait marqué ta vie jusqu'à cette période-là, la période d'études, où tu grandis au Gabon, et aussi où là, on a parlé également de ton du cercle familial, donc qu'est-ce que tu dirais comme qu'il y a comme anecdote qui peut déjà montrer et définir le type de personne que tu étais et qui a peut-être même déjà ensuite marqué ton âge adulte quoi, par la suite? Je pense que ma 1re rencontre avec, avec les femmes en guillemets, on va dire, parce que j'ai toujours été studieux et je me rappelle que je crois que c'était en première, je devais avoir, 16 ou 17 ans. C'était la première fois que je m'intéressais vraiment aux femmes et j'ai tout de suite vu mes résultats scolaires basculer, mais chuter du jour au lendemain et je me suis dit: «Mais» et pourtant c'est quelque chose qui est supposé me faire du bien, me consolider, m'aider, mais vu que j'étais pas dans le contrôle, je maîtrisais pas cet aspect-là et j'ai tout de suite vu mes résultats tomber et je me suis dit: «C c'est pas forcément tout ce qui est bon, enfin, c'est pas forcément tout ce qu'on aime qui est bon pour nous». Mmh. Ça, c'est une réponse que j'ai eue après coup, mais sur le coup, je comprenais pas. Mes parents, ils comprenaient pas: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as plus de bons résultats?» Et effectivement, moi, j'avais pas mis le point là-dessus, mais c'est avec le recul maintenant que je me dis: «C'est quand j'ai rencontré et que j'ai pas su contrôler mon rapport avec les femmes que, ben, que ça a été, ça aurait pu être catastrophique», mais tout de suite, Mmh. je me suis relevé, quoi. Mmh. Bon, il faut quand même préciser qu'on va dire, les rencontres avec les femmes, on va dire des rencontres plutôt du type, amoureux et autres. Parce que Ah oui, 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 oui. puisque tu avais déjà quand même ta Oui. grand-mère, ta mère. Oui, oui, oui. Ouais, Oui, rencontre amoureuse, voilà, effectivement, tu oui, vois? rencontre amoureuse. Ouais, parce que tu vois? OK. Oui, oui. et et du coup, quel bac tu as obtenu, au Gabon? J'avais eu un bac, ça s'appelle, c'était un bac B, c'est avec un bac économique et social, en fait. Alright. OK, Donc tout ce qui était penché sur, l'économie et tout ce qui était les sciences sociales. OK. Et qu'est-ce que tu aspirais à faire et à devenir à cette époque-là? Au début, je voulais faire un peu ce que mes parents voulaient que je fasse, c'est-à-dire une université américaine avec un Bachelor of Arts et cetera et cetera. Donc j'avais commencé ça la première année, mais très vite, tu te rends compte que c'est pas forcément, comme je te disais, c'est pas forcément ce dans quoi tu es bon, que tu as envie de faire. Donc la première année, j'ai arrêté parce que c'était pas du tout ça correspond pas du tout à ce que je voulais faire finalement et après je me suis penché vers l'informatique. OK. Et rappelle-moi quel est le cursus que tu as dit que tu avais commencé et que tu as arrêté? C'était Bachelor of Arts in Economics. OK, C'était à une université américaine à Paris. OK, d'accord. Ah donc mais un truc, quoi, quel type d'art, du coup? En fait, ça s'appelle Bachelor of Arts parce qu'il y a Bachelor of Science OK, et un Bachelor of Arts, c'est deux disciplines différentes. OK. Les Science, c'est plus vraiment tout ce qui est scientifique et les Arts, c'est tout ce qui est littérature et tout ça. Ah OK. Et donc moi, j'avais choisi cette option-là où tu apprenais de la photographie, tu apprenais l'économie, la littérature, mais et évidemment l'économie. Mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout, ce que j'aimais, même si j'étais bon dedans, mais finalement j'ai dû arrêter. OK. Il y a une question que j'aime beaucoup poser, aussi loin que tu t'en souviennes,
quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Je sais pas si je m'en souviendrai parce que je pense que la question, je me suis jamais posé la question ce que je voulais devenir ou ce que je voulais être, mais j'avais une envie, c'était de bah, au début, tu dis: «Tu vas être policier» parce que, ben, entre gendarme et voleur, bah, tu tout le choix, il est vite fait. Mais quand tu te rends compte que pour être policier, c'est pas forcément déjà, tu peux mourir au travail, pour des raisons bêtes, bon, le choix, il est vite fait et que pour y entrer, c'est pas forcément la voie la plus royale, c'est un peu compliqué, non, ça me correspondait pas, mais j'étais toujours dans l'idée de que je voulais créer quelque chose. Je voulais toujours créer quelque chose et cette voie-là, policier, bon, tu pouvais pas créer grand-chose à part, entrer dans les rangs et puis voilà. Donc j'ai tout de suite compris que bon, c'était pas forcément ce que je voulais faire, vu la pas la mission parce que j'avais pas encore de mission, mais vu l'envie que j'avais de créer. Ouais, bien sûr. OK, et comment ça se passe pour toi, du coup, la transition de déménager du Gabon et de s'installer en France et de poursuivre des études supérieures? Comment s'est passée cette transition pour toi? Bah, pour moi, c'était parce qu'en fait, j'avais beaucoup de familles qui étaient déjà en Occident, donc ils connaissaient déjà très bien comment ça se passait. Donc quand ils revenaient en vacances, c'était toujours plein de cadeaux. On avait cette image-là et cette illusion-là que l'Occident, c'est fantastique, c'est formidable parce que, ben, quand ils revenaient, ils avaient toujours plein de cadeaux. On se disait: «Bah, c'est la belle vie là-bas» et donc j'avais déjà cette petite illusion-là en tête de me dire que, bah, ça va être génial et aussi je me disais que, ben, ce serait l'occasion de découvrir un autre mode de vie, une autre façon de faire, au-delà des stéréotypes qu'on avait à la télé, qu'on entendait dans les médias et tout ça. Donc, la 1re chose qui m'a vraiment frappé, c'est, bah, quand j'étais arrivé, c'était vraiment l'hiver, donc c'était le froid, c'était la solitude. On se rend pas forcément compte de tout ça au début quand on se dit: «Ben, on y va», mais c'est la solitude, c'était l'éloignement de la famille. Au début, on essaie de s'appeler, de s'écrire, mais avec le temps, forcément, ben, c'est pas forcément aussi récurrent qu'on aurait aimé et puis, ben, on se dit: «Mais maintenant on est grand et que, ben, on n'a plus de compte à rendre». Donc on est parfois tenté de se dire: «Bah, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, il y a personne qui va me contrôler» et donc c'est pour ça que la discipline revient encore une fois et se dire: «Bah, si t'es pas discipliné, tu vas forcément tomber dans les travers que tu vas regretter plus tard» et au début, j'étais un peu accompagné par ma famille et après, bah, tout de suite, j'ai voulu prendre mon envol. Tout de suite, j'ai rencontré encore une fois, bah, c'est une femme qui est intervenue dans ma vie en France, qui m'a permis de sortir de là et c'est pour ça que, bah, je remercierai toujours les femmes, hein, dans toute ma vie, hein. Parce que toutes les femmes, ma grand-mère, ma mère, toutes, elles sont toujours intervenues dans ma vie pour me donner du bien, pour me faire sortir du chaos et j'ai rencontré une première femme qui m'a vraiment, vraiment elle m'a tout appris au niveau de la France, comment ça se passe, et même pour la carte de sécurité sociale, pour, mon premier job étudiant. C'était vraiment, une femme exceptionnelle et je la remercierai toujours parce que c'est grâce à elle que je suis sorti parce que j'étais les étudiants qui viennent en France, en général, ils se regroupent entre eux, donc ce qui fait que si tu restes dans ce domaine-là, tu vois jamais autre chose que ça. Donc on était dans un mood un peu sombre qui enfin, s'auto-détruirait si ça continuait dans le sens-là. Mmh. Il y a Mais grâce à cette femme-là, j'en suis sorti, ouais. OK, OK, donc ouais, il y a un entre-soi qui est j'entends, il y a un entre-soi qui est pas forcément, mélioratif quoi, Ouais, qui peut te tirer vers le bas. OK, et du coup oui. tu parles de job étudiant. Je sais que tu es un grand bosseur. Comment ça passe pour toi la première expérience en tant que, en même temps que tu poursuis tes études? Comment ça se passe cette première expérience-là de devoir jongler entre job étudiant et tes études? Alors, il faut savoir que quand j'étais en étudiant, donc j'avais une carte de séjour, ça s'appelle, une carte de séjour étudiant, ce qui fait que j'avais le droit de travailler que 20 heures par semaine Mmh. et
20 heures par semaine, ça fait, 3-4 jours de travail et je travaillais au McDonald's à cette époque-là et les horaires que j'avais, c'était uniquement les horaires en fin de shift et parce que, ben, c'était les mieux payés et deuxièmement parce que, ben, je terminais mes cours à 17 heures. Donc c'était assez intense, donc je devais sortir des cours et aller tout de suite travailler, prendre mon shift à 18-19 heures et terminer à minuit et après rentrer. C'était assez intense. C'était et je pense que si je mes enfants m'en parlaient et me proposaient de faire un job étudiant en même temps que leurs études, je leur dirais non. Je leur dirais non parce que c'est pas la meilleure option pour pouvoir étudier. En tout cas, il y en a qui arrivent très bien, mais pour certaines personnes, il y en a qui abandonnent parce que c'est trop difficile. C'est vraiment difficile de pouvoir jongler parce que tu manques de sommeil, tu dois faire tes devoirs dans le train, tu dois pour le lendemain, quand tu arrives le matin à l'école, tu es fatigué, les autres, ils arrivent en véhicule, ils sont tout frais et toi, tu as eu 2 heures de transport dans les jambes. Donc tu as quand même pas le même bagage, tu dois finir plus tôt parce que tu dois aller travailler. Donc je pense que c'est pas la meilleure chose à faire en tant qu'étudiant, travailler vraiment aussi intensément. Mais moi, j'avais pas le choix donc je l'ai fait, OK. Et mais voilà. et tu as fait et du coup, tu as vécu en région parisienne pour tes études ou tu étais en province? Non, j'ai toujours vécu en région parisienne. D'accord. Quand j'étais en France, j'ai OK. toujours vécu en région parisienne. Paris, région parisienne. Ouais. Je crois que j'ai fait tous les départements, hein, 75, 91, 92, 93, 94, 95. J'ai absolument tout fait parce que C'est c'est j'ai c'est déménagé, comme la chanson de tellement souvent. c'est comme la chanson de MHD. Ouais, c'est ça, c'est ça, Papa, c'est ça. papa, c'est la Champions League. Exactement, ouais. OK. J'ai tout Tu fait. as bourlingué, bah, oui, parce qu'en plus, c'est vrai que moi, quand je t'ai connu, quand je t'ai connu, je sais plus où est-ce que quand je t'ai connu, tu étais je crois que tu étais peut-être dans le 92 quand je t'ai connu, 80 après tu as déménagé dans le 93. Je crois que quand je t'ai connu, c'était ça. 93, ouais, c'est ça, ouais, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. ouais. Waouh! Je les ai tous faits, OK, tous les départements. OK, OK et ouais, OK, je vois et comment tu parce que déjà à cette époque-là, parce que moi je dans ce que tu m'as déjà raconté, déjà à cette époque-là, comme tu disais, tu te formes, tu es en train d'apprendre un métier. Déjà, quel est le métier quel est le pas le métier, pardon, quel est le diplôme que tu as finalement validé? C'est un master? C'est quoi? C'était une licence ça s'appelle comment? Une licence en sciences et techniques de l'information et de la communication. Ah OK, d'accord, OK. Parce que voilà, avant j'avais fait un BTS en informatique de gestion et après j'ai eu une licence en sciences et techniques de l'information. Mmh. En fait, le BTS, ça nous apprenait la technique et la licence, c'était vraiment la gestion de projet, comment est-ce qu'on gère l'avant-projet, l'après-projet, et cetera, et cetera. D'accord, Comment est-ce qu'on dirige une équipe pour réaliser un projet informatique? OK, OK et qu'est-ce qui t'a poussé à rester en France une fois que tu as eu ton diplôme? Pourquoi tu t'es pas dit que tu rentrerais au Gabon? Quelles ont été les dynamiques? Quel a été le questionnement et l'orientation? Parce que, ben, en fait, je pense que alors quand j'ai terminé mes études, je crois que j'étais en couple. J'étais en couple, mais c'est pas seulement ça, mais pour moi, c'était la suite logique et après il fallait soit travailler, soit poursuivre les études. Mais et surtout la question enfin la réponse que j'ai obtenue quand j'ai dit: «Bah, j'ai envisagé peut-être de rentrer», on m'a dit: «Pourquoi faire?» Mmh. Ça, c'est la réponse on m'a dit: «Pourquoi faire? Pourquoi rentrer? Pourquoi est-ce que tu veux?» enfin, dans le sens où il y a rien à faire pour toi ici, il y a rien pour toi ici, donc il y a rien de bon ici. Et après, je me suis quand même questionné, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'il y en a plein qui rentrent?» J'ai mon grand frère lui-même qui est rentré, lui il était au Maroc pour ses études, il est rentré. Là, il y est rentré, ça va faire 15 ans et il a toujours pas de travail. Il a toujours pas de travail, il enchaîne les petits boulots et pourtant il a un diplôme, en comptabilité et tout ça, mais il a toujours pas de travail. Et quand il me raconte ce qu'il vit pour trouver le travail, les difficultés qu'il rencontre, je me dis: «Bon, bah, effectivement, j'ai peut-être fait le bon choix de ne pas rentrer». Mmh. Ouais. Comme tu le sais, je suis marié à une femme gabonaise, donc
C'est Ouais, et cette réalité-là, elle est, elle m'est très proche parce que c'est vrai qu'elle me c'est vraiment quelque chose qu'elle me dit régulièrement. Elle me dit: «Mais pourquoi faire? Tu vas rentrer là-bas, pourquoi faire? Les gens qui rentrent là-bas pour finir dans la fonction publique ou pour finir j'en parle là, j'en ai jamais parlé, mais des gens qui sont obligés de rentrer dans des sociétés, ésotériques pour pouvoir, gravir ouais, les échelons et les gens ne mmh, sont je pense qu'il y a certains ne sont pas conscients que c'est aussi ça, c'est beaucoup les réalités de beaucoup de pays, surtout francophones, tu vois? En ouais. Afrique. Donc ouais, ah ouais, donc et à aucun moment il s'est dit qu'il quitterait le Gabon, du coup, ton frère? En fait, l'idée, c'est ça, c'est que si tu n'as pas d'autres moyens de alors, pour te refaire pour la refaire courte, il était au Maroc, donc là, il a eu son diplôme au Maroc. Il est rentré au Gabon pour chercher un travail dans son domaine et je pense qu'il n'a pas cherché les possibilités autres que l'Occident parce que moi, je me suis toujours dit: «Mais effectivement, il aurait pu chercher ailleurs», mais il a jamais pour lui, c'était son pays, donc enfin, je pense que dans son esprit, c'était ça, c'était la suite logique, c'était que c'était un jeune étudiant qui est parti étudier, il rentre dans son pays, il aura un travail et finalement, ça s'est pas passé du tout comme ça parce que ses rêves ont été brisés. Quand il est arrivé, effectivement, c'est ce que tu as dit, c'est que soit il faisait des propositions d'entrer dans des sociétés ésotériques et cetera, soit de de «monnayer» entre guillemets enfin ses relations et ce qui fait que, bah, je pense il était très surpris et très déçu en même temps de se dire, bah, finalement, parce qu'il adore je pense qu'il est peut-être plus patriote que moi, il adore le Gabon comme pas possible, mais malheureusement quand même si tu es patriote et que tu adores ton pays et que finalement quand tu rentres et que tu es pas accueilli comme tu aurais aimé, donc je pense que même aujourd'hui, il a toujours l'espoir que ça change, il a toujours l'espoir. Après 15 ans, il a toujours l'espoir que ça change, il a toujours l'espoir que ça évolue. Mais j'espère pour lui, hein, j'espère pour lui que ça va changer, Mmh. mais C'est en train de on va dire que c'est avec le coup d'État qui s'est passé en 2023, il y a un début de changement, même si je me souviens ouais, qu'on en a exactement, ouais, même si je me souviens qu'on en avait parlé, il y avait un grand espoir pour que rapidement on s'est rendu compte aussi que c'était aussi une révolution de palais. Tu vois? ouais, Et c'est je me ça. souviens même que c'est vrai que c'était toi même qui m'avait envoyé l'analyse d'un youtubeur, quoi camerounais, je crois, Ouais, qui c'est avait ça, ouais, commencé à tout de suite dire: «Ouais, calmez-vous, c'est pas que ce que vous croyez. OK, il y a un début de changement, exactement, mais il y a des choses encore plus quand même plus les choses sont moins les choses étaient et sont moins, heu, tranchées qu'elles l'étaient. Je sais pas si c'est tranché le bon terme, mais en tout cas, elles étaient c'est moins beau que ce qu'on que ce peut qui ouais, ce paraît, qui hein, paraît, ouais, ouais. que ce qui paraît Ouais, ouais. et même en plus, moi, en ce moment, je suis l'actualité là-bas. Quand tu vois les dérives qu'il y a, entre les différentes communautés, de Gabonais, de souche, si on peut dire et avec les Mmh. communautés les africaines, en l'occurrence les béninois ou sénégalais ou maliens ou trucs. Et quand tu vois les choses qui se passent, je sais pas si vraiment toutes ces on est en train de prendre vraiment le bon chemin. Mais moi, je reste quand même persuadé et ça, je me suis fait la réflexion il y a, nous sommes quand? Nous sommes en octobre. Je me suis fait la réflexion, je crois il y a 2 3 mois et je me suis toujours dit que la zone qui sera la plus sûre d'ici quelques années, ce sera l'Afrique. Au niveau des mœurs, au niveau de l'économie, au niveau enfin, au niveau de tous les domaines, ça, ce sera l'Afrique. Mais uniquement si et uniquement si l'Afrique prend en charge son destin vraiment comme il faut. Mais je pense que ce sera la zone la plus sûre. Ça, c'est sûr parce que quand on voit la natalité en Europe, en Occident, en Occident en général, ça devient très compliqué et le réchauffement climatique et cetera, ça devient très, très compliqué. Donc je pense que l'Afrique a sa carte à jouer. C'est comme un cercle et je pense que le tour de l'Afrique arrive, mais il faut juste qu'il soit prêt. Il faut qu'elle soit prête, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Faut qu'elle soit prête. Faut qu'elle soit prête et du coup, quel est ton rapport avec
le Gabon aujourd'hui? Comment tu as dit que tu as des enfants, comment quel est le lien que tu leur donnes avec, ton pays de naissance? Quel est toi-même ton rapport avec comment là, de ce dont on est en train de parler, les réalités de là-bas? Et est-ce que déjà tu te Alors, ouais, vas-y, vas-y. moi, la dernière fois que j'y ai été, c'était en 2010, OK. donc ça fait 15 ans. Mmh. Donc il faut savoir que, ben, le billet il est relativement cher, hein, de France, en tout cas quand j'étais en France, c'était relativement cher et la dernière fois que j'avais été, j'avais vécu une très, très mauvaise expérience parce que en général quand on quitte un endroit, quand on quitte un lieu, on reste avec les souvenirs, beaucoup de souvenirs qu'on a vécus et on essaie de les entretenir, en fait. Et donc moi, j'avais de très bons amis à moi qui sont restés là-bas, qui sont dans le gouvernement, en tout cas, et eux, ils se cachaient pas et pourtant c'était les mêmes avec qui on était au lycée qui se disaient: Le gouvernement, faut le retourner», enfin, c'était les révolutionnaires, hein. Mais finalement, dès que j'en connais un très, 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 très bon ami, vraiment, je crois on était comme les 2 doigts de la main. Il a dû faire de la prison. C'était à l'époque du père de Bongo fils, hein, Bongo père, pardon. Il a dû faire de la prison parce qu'il a détourné de l'argent, et cetera, et cetera. Et à sa sortie de prison, il a eu la proposition de soit reprendre ses études, soit entrer sur le marché du travail. À quel prix? Il a accepté le marché du travail. Finalement, il a une villa, des voitures, et cetera, et cetera. Et quand j'ai été au Gabon en 2010, il est venu me voir, on s'est rencontrés et moi, je vivais toujours dans ces souvenirs-là qu'on a vécu ensemble au lycée. C'était un très bon ami et je me suis ça c'est enfin, en gros, sans aller dans les détails, mais c'était très, 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 très malsain, son attitude vis-à-vis de moi et j'ai dû couper court parce que, ben, c'était plus du tout la personne que j'avais connue. Il avait d'autres aspirations, il avait d'autres intentions personnelles et avec moi non aussi, donc c'était plus du tout la même personne, donc du coup, j'ai dû couper court et donc je suis resté avec cette image-là et finalement, avec le temps est passé, finalement, bah, je lui ai plus parlé, mais je me suis dit: «Bon, bah, on va pas se rester là-dessus». Il y a d'autres personnes au Gabon que lui, qu'il y avait ma famille, il y a encore d'autres personnes que je vois et là, il y a encore des récemment, on va dire il y a 2-3 mois, j'essaie de solliciter, pas de solliciter, mais d'apporter de l'aide à ma mère parce qu'elle est un peu malade en ce moment. Mais c'est très difficile quand on est à distance de pouvoir faire exactement ce qu'on veut et il y a toujours on rencontre souvent des barrières, des gens, des personnes mal intentionnées qui tout le monde n'est pas comme ça évidemment, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de barrières qui font que même quand tu veux faire du bien, tu te retrouves un peu bloqué et tout ça, donc bon. Et là, la dernière nouvelle que j'ai les dernières, actualités, c'était qu'on devait aller au Gabon en l'été prochain, en tout cas, enfin l'année prochaine. Donc ça, c'est la dernière nouvelle, c'est qu'on doit y aller. Donc j'en ai parlé un petit peu aux enfants, ils ont juste hâte d'y aller. Tout le monde y a hâte, hein. Et après quand on a vu les billets d'avion, on dit: «Ah oui, effectivement, c'est un sacré budget». Donc on a commencé à évoquer l'histoire du budget, sauf qu'il y en a aucun qui veut rester. Il y en a aucun qui dit, «Tu partirais sans moi». Non, 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 ma femme, mes 2 enfants, ils veulent venir, même le père de ma femme, il veut venir. Donc tout le monde tout le monde veut aller au Gabon parce que, ben, c'est 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 une destination qui les attire vraiment, tu vois? Ah Ils sont cool, vraiment, cool. donc en tout cas, c'est ça le projet, c'est que vraiment on y aille et pour qu'ils découvrent la réalité, et que parce qu'ils n'ont connu que l'Occident, donc ils découvrent autre chose que l'Occident. Donc c'est le projet. Est-ce que ça va se faire, dans les temps? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le projet. OK, génial. OK, là revenons sur maintenant, sur ton expérience professionnelle. Et je sais qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se dire parce que c'est à cette époque-là que toi et moi on se rencontre dans cette, période-là quand tu commences, je pense Mmh. que, je sais plus, c'était ta première ou ta non, c'était pas ta première, c'était tu devais être à ta deuxième ou troisième expérience professionnelle et Mmh. comment ça se passe? Comment tu rentres une fois que tu es diplômé, comment ça se passe l'entrée sur le marché du travail, bah, comment, une f est-ce que c'est plutôt décris-moi cette expérience-là, vraiment l'expérience sur le marché du travail. Mais alors la première fois que j'ai eu enfin, quand j'ai passé mon premier après les jobs étudiants que j'ai fait, l'un de mes premiers
mes premiers entretiens d'embauche, c'était avec une compagnie informatique, donc j'étais très, très content. Mais en fait, moi, ce que j'avais imaginé, il y avait un seuil, en fait, qu'il fallait dépasser en termes de revenus. Et sauf que quand j'ai passé l'entretien, j'ai dit: «Mais moi, je veux minimum ça», et je m'étais pas rendu compte que ce que j'avais demandé, c'était le SMIC. Et ben, effectivement, si tu leur demandes le SMIC, ils te donnent le SMIC. Donc j'ai eu le SMIC, et sauf que tout le monde m'a dit: «Mais pourquoi tu as demandé ça? Enfin, que tu aurais pu prétendre à beaucoup plus». Mais moi, j'étais tellement content de quitter les jobs étudiants, j'étais tellement content de mettre mes compétences au service d'une vraie entreprise autre qu'un truc étudiant et alimentaire. Je m'étais pas rendu compte que j'aurais pu gagner plus, mais en tout cas, j'ai commencé là-dedans, et c'était très, très formateur. J'ai rencontré beaucoup de personnes, vraiment formidables. J'ai commencé à voir comment est-ce que le milieu du travail, en tant qu'adulte, en vrai adulte, comment est-ce que ça fonctionnait, et cetera, et cetera. C'était très formateur, très, très formateur. C'est là que j'ai pu avoir ma première voiture, mon premier appartement tout seul, vraiment. Donc j'ai commencé à me construire, à me bâtir petit à petit grâce à ça. Parce qu'avec le job étudiant, c'était très, très difficile d'y arriver, mais là, oui, effectivement, c'était, et je pense que j'ai eu facilement un emploi parce que je prétendais pas beaucoup aussi. J'étais Tu j'étais un peu sous-coté, quoi. Ouais, 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 tu un bon profil qui coûtait pas cher. Tu étais un profil qui coûtait Ouais, pas c'est cher, ça, ouais. c'est ça. Forcément, une entreprise, est-ce qu'elle peut payer à une 1,5, 2 fois plus, ou 2,5 fois ou 3 fois à quelqu'un? Toi, tu viens, tu demandes beaucoup moins, donc ils disent like: «OK, Ouais, let's go for it». exactement, ouais. Il y a un truc dont on a toujours parlé. Là, je sais pas si tu vas accepter d'aller dans tous les détails, mais en tout cas de brasser de brosser les grandes lignes. Tu as eu une expérience professionnelle chez, j'ai oublié le nom de la c'est une, aujourd'hui je crois que ça s'appelle une ESSN. Je crois que c'est comme ça le nouveau nom maintenant. C'est des sociétés Je sais pas. informatiques, ou qui sont prestataires de services pour d'autres sociétés, pour d'autres entreprises. Les SS2I, là? Ouais, SS2I. Oh, ça, c'est l'ancien nom. Maintenant, ça s'appelle les ESS. Ah, c'est l'ancien nom, Ouais, OK. OK, ouais, SS2I, OK, ouais. moi, je connais pas. Ouais, OK, je crois que c'est OK, ESSN ou ESN, un truc, c'est ESSN, je crois, un truc comme ça. Et du coup, OK. tu m'avais raconté brièvement, et tu m'as dit que tu avais quitté la boîte et tu avais fait un mail, et que tu avais envoyé à toute la boîte. Ah oui, oui, oui. Et du coup, là, j'aimerais bien Je me rappelle, qu'on revienne sur ça, s'il te plaît. mais je me souviens plus vraiment de ce que c'était. Mais en gros, moi, Ouais. j'ai toujours été comme ça dans ma communication, et même quand j'étais malade ou j'avais un arrêt maladie, et ma femme, elle peut en témoigner, hein, parce qu'on travaillait dans la même boîte, on s'est quand on s'est rencontrés là-bas. Quand j'avais un rhume ou quoi que ce soit, je disais pas juste à ma boss ou à ma gestionnaire que, ben, j'étais malade. Donc j'écrivais quasiment un roman, j'ai les yeux qui coulent, machin. Donc j'adorais écrire, donc je pré même pour ça, j'adorais écrire, et je rédigeais des romans avant de dire à la fin pour dire: «Bah, je ne serai pas là aujourd'hui». Mais voilà, et à chaque fois, elle me disait: «Mais pourquoi tu mets aussi longtemps pour me dire que tu seras pas là?» Je dis: «Moi, juste, je serai pas là», mais bon, enfin bref, donc j'adorais écrire, et effectivement, quand je suis parti, je sais plus c'était dans quelles circonstances, mais j'avais écrit un courriel de, je pense, je sais pas combien de lignes, mais pour dire ce que j'avais aimé, pour citer chaque personne, remercier chaque personne que j'avais rencontrée, pour dire ce que j'avais pas aimé également. Et en fait, vu que moi j'étais dans le domaine informatique, j'avais accès à tous les accès à tout j'avais tous les accès, ce qui fait que je pouvais envoyer à toute la boîte. Ce que d'autres personnes dans d'autres, secteurs, dans d'autres domaines ne pouvaient pas le faire, par exemple. Et donc j'avais ces accès-là, donc je m'en suis servi, et je me suis dit: «Bon, bah, je vais quand même dire au revoir à tout le monde parce que j'aurais pas l'occasion de serrer la paume à tout le monde, donc j'ai quand même dit au revoir à tout le monde de cette manière-là». Mais je me souviens. Et ce mail-là, je crois qu'il y en a plein qui l'ont gardé et qui me le ressortent à chaque fois, Ouais, voilà. ouais, et c'est ça, en fait. Et en plus, en fait, ce que je me souviens dans ce que tu m'avais raconté, parce qu'il y a pas que toi, même ta femme m'en avait parlé d'ailleurs. Et Oui, oui, c'est ça. Flo aussi, qui travaillait aussi à l'époque, Ouais, et lui aussi exact. m'en avait parlé, que en fait, genre, c'était, parce qu'en fait, tu avais vraiment balancé, tes 4 vérités, que même le PDG, je me souviens d'après ce qu'on m'a dit, et même le
PDG avait été pas ébranlé, mais avait été, touché par et secoué un peu par le mec parce que je dis: «Mais c'est qui ce mec-là qui se permet de dire, ces genres de choses?» En plus Oui, dans un mail à toute j'avais la boîte, après je quoi. me souviens plus du contenu. Ouais, 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 je me souviens plus du contenu exact, mais oui, effectivement, j'avais pas dit que des choses positives, ouais, d'accord, sur la boîte. d'accord. OK, donc dans ce cas-là, pourquoi tu pourquoi tu penses que c'est important de faire ce genre de faire ce genre de mail ou de faire ce mail-là à ce moment-là? Pourquoi tu penses et qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui avec le recul, qu'est-ce que tu penses que ça apporte à une boîte d'entendre, de lire, et aux différentes collaborateurs de la société? Mais en fait, je pense qu'il y a, il y a pas beaucoup de gens qui osent, remettre en cause le monde du travail. Il y en a beaucoup qui se disent: «Bah, c'est comme ça, c'est le cheminement à faire» et moi je pense que et comme j'ai toujours été quand j'étais plus jeune, j'étais toujours à questionner le système, questionner pourquoi et il y avait tellement de choses que je comprenais pas, tellement d'incompréhension que j'avais besoin de réponses et ma seule façon de verbaliser ça, c'était en écrivant. Puisque j'avais pas accès au DG à son bureau pour un rendez-vous, j'avais pas accès à mon gestionnaire pour lui en parler, c'était le cadet de ses soucis. Ben, je pense que le fait qu'il se rende compte qu'il y a pas que des gens, guillemets, «soumis», ils se disent que bon, bah, il y a bon, je pense qu'ils font attention un petit peu après, de la façon dont ils traitent les gens, de la façon dont ils recrutent, de la façon dont ils font procèdent aux augmentations et cetera. Donc je pense qu'ils se disent que tout le monde n'est pas pareil, il y a quand même des gens qu'il faut faire attention et je pense que si plus de gens disaient ce qu'ils pensaient vraiment, du monde du travail ou du salariat, c'est surtout le salariat. Je pense que ben, le salariat sera vécu différemment. Parce que là, il y en a beaucoup qui le vivent comme une torture, comme ils n'ont pas le choix, et c'est dommage de passer sa vie à juste réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Bien sûr, C'est vraiment dommage. bien sûr. OK et j'aimerais qu'on en parle également parce que tu as toujours été très entrepreneur. À quel moment Trop. ah trop? Ah ouais? Ah ouais trop? Ah il y a on peut Non, mais on peut être trop entrepreneur? Mais mais comme en fait, c'est que je veux toujours faire un un truc, d'un business, ouais, c'est ça, je veux toujours faire un business derrière avec un enfin toujours, ouais, ouais. OK, mais d'où est-ce que ça te vient ça, tu penses, déjà? enfin, je crois que depuis longtemps que je reviens, j'avais un de mes oncles, enfin, j'ai un de mes oncles qui est ingénieur et qui quand j'étais petit, nous offrait toujours des Lego techniques, des trucs pour construire, à construire et moi, j'adorais construire ces choses-là, j'adorais, réaliser des choses et finalement, quand tu as des Lego et que tu arrives à les réaliser, tu as fait le tour, tu te dis: «Mais en fait, je peux faire d'autres choses avec ça, je peux en faire d'autres, je peux faire une voiture à 2 roues, je peux faire une voiture à 3 roues» et tu réalises donc avec la pâte, ça, la glaise qu'on te donne, tu as envie de créer d'autres choses, de nouvelles choses, toujours, toujours, toujours et je pense que moi, le fait de créer, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'aime créer des choses, j'aime bâtir des nouvelles choses que j'ai jamais faites avant. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, dès que tu me parles de n'importe quoi, j'essaie de trouver comment en faire un business. Je suis toujours, c'est pour ça que, bah, après il y a tellement de projets que j'ai commencé parce que, ben, je me dis: «Mais si ça peut en faire un business», effectivement, ça pourra en faire un business. Mais encore une fois, c'est que même si ça fait un business, c'est pas forcément un truc qui me ressemble et ce qui fait que, bon, bah, je laisse tomber parce que ça me ressemble tellement pas que finalement je laisse tomber et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus de ma «mission» entre guillemets. OK, intéressant. Bah, je vais sauter sur l'occasion parce que là, tu es en train de dire quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup. J'ai publié il y a pas longtemps, un épisode hors série sur le podcast qui est sur, comment trouver sa voie, sur en gros le why, la mission de vie. Donc du coup, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que sa mission, déjà, que quelle est toi ta mission et comment tu l'as trouvée dans ce cas-là? En gros, je vais commencer par comment moi je l'ai trouvé. Je pense que j'ai toujours apprécié apporter de l'aide aux gens. J'ai toujours apprécié que les gens viennent me demander de l'aide.
parce que, ben, 1, je me sentais utile et 2, je sentais que c'est là-dedans dans lequel je m'épanouissais vraiment. Quand je peux aider quelqu'un et après j'ai essayé de resserrer un petit peu parce que je peux pas tout faire, je peux pas aider dans tous les sens et un jour, j'ai lu un livre qui s'appelait l'Ikigai. Donc l'ikigai, c'est, le pourquoi de ta vie en japonais et quand je l'ai lu, je me suis dit: «Mais effectivement, qu'est-ce qui ferait que je me réveille tous les matins sans jamais me lasser? Qu'est-ce qui ferait que je puisse faire la même chose tous les jours sans jamais me» et moi, c'est vraiment aider les gens, c'est vraiment aider, former les gens, leur apprendre des nouvelles choses et en fait, je crois le terme exact, c'est révélateur de potentiel. Mmh. J'ai beaucoup de misère à me dire que enfin misère, c'est un terme québécois. J'ai beaucoup de mal à me dire que il y a beaucoup de gens ne qui passent sur ces termes et qui ne savent pas comment révéler leur potentiel Mmh. et et moi je trouve que c'est vraiment du gâchis Mmh. énorme, énorme, Mmh. Mmh énorme mh, mmh mh. parce qu'on a tous un potentiel, il faut juste savoir comment le révéler, savoir quoi mettre en lumière. Donc c'est comme ça que moi je l'ai appris et comment j'ai trouvé ma voie et la deuxième question c'était quoi? C'était Et du coup, enfin, ouais, en fait, c'était quel est du coup ouais, mais en fait, tu as répondu aux 2 parce que comment tu l'as trouvé? Parce que OK. c'était comment tu l'as trouvé et quelle est ta mission? Donc tu as répondu aux 2 et du coup là, j'aimerais revenir sur l'aspect un autre truc dont tu as parlé. Je sais pas si tu sais, mais j'ai fait, je suis et je me forme sur le coaching, Ah non, non, je savais pas, non. en spécialisation sur le leadership, tu vois? Et OK. je travaille Mmh. exa en fait, je travaille aujourd'hui et j'exerce déjà. En fait, j'ai fait une certification qui me permet déjà en même temps que je poursuis ma formation, j'interviens déjà auprès en tant qu'accompagnateur et moi-même Ah excellent. ouais et Ouais, moi-même je crois que ouais, un j'ai vu truc, passer, ouais, ouais, un truc comme ça, ouais. ouais et moi-même déjà, en fait, parce que moi aussi ma mission de vie, elle rejoint beaucoup la tienne, c'est d'accompagner les autres à trouver leur mission de vie. Et de OK, et de déjà de les accompagner à trouver leur mission de vie et de leur donner des outils pour vivre cette mission de vie, tu vois? OK. Et moi toi, j'ai beaucoup aimé comment tu as dit révélateur de potentiel ou je sais plus comment tu l'as défini, Le potentiel, ouais, ouais c'est ça, ouais, et moi, en fait, ouais. j'appelle plus ça, en tout cas moi à mon humble niveau, j'appelle ça plus, catalyseur parce que c'est un peu ce que c'est aussi et Mmh mh. en fait et du coup, pourquoi je te parle de ça? Parce que en fait, dans ma certification, j'ai appris un truc qui est dingue. Parce que là, on a parlé la mission, c'est le why. Mais du coup, il y a un autre truc dont j'ai entendu parler qui est le how. C'est-à-dire, en fait, Mmh c'est mh. le système de valeurs et c'est de ce dont tu parlais tout à l'heure, que tu disais que tu as fait plein de choses, mais tu voyais que tu arrêtais toujours et en fait, Mmh mh. je ne sais pas si tu l'as conscientisé, mais en fait et ce que j'ai appris, c'est que on a tendance à arrêter des choses qu'on commence, justement quand on n'a pas les valeurs, on n'a pas les how. En fait, les how, c'est toutes ces choses qui vont faire que on va devenir jusqu'au boutiste Mmh et mh. on va aller au bout des choses et accomplir des choses. Donc quand on veut réussir dans un projet qu'on commence, OK, on faut qu'on ait on ait le why, il faut qu'on ait le what, mais il faut qu'on ait également le how, on ait le comment. Parce que c'est justement ça qui va Mmh mh. faire que comme tu parlais tout à l'heure, également en introduction, tu parlais de discipline également. C'est toutes ces choses aussi qui vont faire que, Ouais. bah, on réussit. Donc la question que je pourrais te poser dans ça, c'est quels sont les systèmes de valeurs aujourd'hui que tu as réussi parce que tu as parlé quand même de discipline, tu as parlé de sport, tu as parlé de spiritualité, donc ça me permet aussi de revenir justement sur cette introduction que tu nous as donnée tout à l'heure. Est-ce que tu penses que déjà dans ton approche de l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait de la spiritualité ou pas? Hem, oui, parce que je pense que la spiritualité justement, ça te permet de de prendre les choses avec plus de recul et de hauteur. Parce que quand tu as pas ce pilier-là, pour moi c'est un pilier, quand tu l'as pas, tu vas prendre les choses trop à cœur et je pense que si en entrepreneuriat, si tu es trop la tête dans le guidon, si tu arrives pas à faire des reculs,
à prendre du recul sur certaines choses, ben, tu vas regretter parfois ou alors tu vas t'en mordre les doigts. Il faut toujours avoir un peu de recul sur parfois notre idée, à se dire que mon idée, elle est pas forcément bonne ou alors mon idée ne va servir à personne et ça, c'est difficile en tant qu'entrepreneur de se dire ça. Mais si tu as pas cette hauteur et cette sagesse, moi, c'est de la sagesse, en fait. Cette sagesse-là, bah, tu vas y aller quand même malgré tout, tu vas te taper la tête contre le mur, tu vas enfin, du coup, tu seras moins concentré et moins rentable finalement en tant que dans ta mission finalement. Et juste pour terminer un truc, par rapport au why et au how, moi j'avais vu une citation très juste qui disait: «When the why is clear, the how is easy». Mmh. Et je pense que on passe pas suffisamment de temps à se questionner sur le why, parce qu'une fois que le why est vraiment très, très bien défini, toute la suite va dérouler. C'est vraiment essentiel de se questionner sur le pourquoi. Pourquoi? Parce que sinon, si on l'élude cette question ou alors on la répond qu'à moitié, on va se retrouver avec comment je le fais, comment. Le comment, le comment viendra tout seul. Ça, c'est sûr, le comment il viendra tout seul. Mais ça encore, il faut avoir une dimension spirituelle pour pouvoir le voir ça et se dire, il faut d'abord que je prenne le temps de me questionner dessus. OK. Et sans vouloir mettre ton propos et ton approche dans des cases, mais comment tu définirais ta spiritualité aujourd'hui? Est-ce que c'est une spiritualité qui est plus, proche, en fait, quoi qu'il arrive, la spiritualité est toujours quand même quelque chose a une connotation religieuse, mais du coup, comment toi tu la définirais à ton niveau? Comment tu définis toi ta spiritualité? J La spiritualité, je pense que c'est vraiment le rapport de moi à moi, en premier et le deuxièmement, le rapport de moi avec le supérieur. Donc j'essaie de travailler sur ma relation entre moi et moi et en même temps sur ma relation avec le divin. Ce qui fait que si enfin, parce que j'estime que on peut pas être une «bonne personne» entre guillemets, si notre relation on estime qu'il y a rien d'autre au-dessus de nous, par exemple. Ce qui fait qu'on va créer des choses pour nous et pas au service du plus grand nombre, par exemple. mmh, Ce qui fait que moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que arriver à conscientiser que alors je vais juste te dire, une phrase peut-être qui va résumer ça, c'est que aujourd'hui, je m'attelle et je m'acharne à planter des arbres à l'ombre desquels je ne m'assoirai pas. mmh. OK. C'est Je vraiment l'avais dit que tu étais un c'est sage. Je l'avais dit que tu un vieux sage. Attends, redis. Donc je répète. Donc tu t'emploies à planter des arbres à l'ombre desquels tu ne t'assoiras pas. parce que je sais consciemment que je ne m'asseoirai jamais à l'ombre de ces arbres-là, mais je m'acharne quand même à les planter. Et je pense que cette vision-là, ça reflète parfaitement pour moi ce que la spiritualité, est pour moi, à mon sens. Waouh, waouh. Là, je pense que je vais méditer sur ça avant de dormir ce soir. Mais merci beaucoup pour cette réponse. OK, donc là, du coup, on parlait d'entrepreneuriat, on a parlé également de ton expérience professionnelle. Donc tu m'as dit tout à l'heure que tu continues d'exercer dans le domaine de Ouais. l'informatique, mais il y a également une chose dont tu m'as parlé, dont il faut qu'on parle, un de tes nouveaux projets qui est, Pilier Mmh. conscient. Et Ouais. je tiens quand même à introduire et à dire que, je sais pas si toi-même tu le souviens, mais moi j'ai quand même ce rapport-là avec toi. C'est que une fois on allait je sais pas si tu vas te souvenir, mais on allait assister à une pièce de théâtre d'un de mes anciens profs, avec qui je suis en contact d'ailleurs encore aujourd'hui, et c'était un truc à Nanterre et tout. On a assis et on était Ah oui, on oui, était avec oui. on était avec, Mmh. on était avec ta femme, et là, tu sors une punchline. Je vais la citer, mais c'est pas le fond du truc, mais c'est pour dire déjà que une punchline. En tout cas, tu sors une analyse, tu dis, et qui peut faire couler de l'encre, hein, mais qui peut faire jaser, mais tu dis: «Si toute femme qui n'est pas mariée avant l'âge de non, qui n'est pas, ouais, en couple
avant l'âge de j'ai pas envie de me tromper d'âge, que tu avais dit qui n'est pas en couple avant l'âge de 25 ans ou de 27 ans, je sais plus dans ce quelque chose, c'est qu'elle a un problème. Je sais pas si tu te souviens de ça? Ouais, je crois que c'est 25 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, quel est le recul déjà par rapport à cette phrase-là aujourd'hui, quelques années après? Maintenant, je dirais même 24 ans. Ouh! OK, qu'est-ce que tu entends par là déjà? Mais, heu, en gros, c'est que maintenant, là, j'ai beaucoup, beaucoup de recul et beaucoup de hauteur par rapport à la phrase que j'ai prononcée il y a quelques années déjà. Mais effectivement, une femme, elle va avoir enfin, la femme, elle est née avec on va dire, avec un cadeau, on va dire, c'est sa beauté. Et cette beauté-là, faut pas qu'elle la gâche. Cette beauté-là, c'est comme un distributeur de billets. Il faut pas qu'elle la dépense à tout va. Il faut qu'elle investisse plutôt dans une relation stable. Parce qu'à un moment donné, après l'âge de 24, on va dire 25 ans, le distributeur va lui dire qu'il y a plus de billets. Parce que je prends cette métaphore pour dire que à partir d'un certain âge, la femme n'aura plus sa beauté pour elle. Et ce qui fait que si elle n'a pas développé d'autres compétences pour construire son cercle affectif, c'est qu'il y a un problème. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très très belles, qui ne voient pas pourquoi elles devraient être gentilles, aimantes, serviables et douces, par exemple, parce qu'elles sont très gentilles et que toutes les portes leur sont ouvertes. Et ce qui fait qu'elle n'a pas eu besoin de développer des compétences telles que je viens de citer, mais sauf qu'à un certain âge, ben, la beauté ne servira plus pour obtenir ces choses-là. Ce qui fait que si elle n'a pas su construire son cercle affectif, son cercle familial avant cet âge-là, vu que la beauté va commencer à descendre et diminuer au fur et à mesure, il faudrait qu'elle fasse un travail sur elle. Mais c'est en général, c'est très très compliqué, mais il faudrait elle travaille sur elle pour pouvoir justement quand même retrouver quelqu'un rapidement. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui le font dans la précipitation, parce que ben il y a l'horloge biologique et effectivement il y a aussi la beauté qui décrépit. Donc, c'est pour ça, oui, je pense que si à 25 ans, 24 ans, t'es pas dans une relation stable, c'est que soit c'est toi qui n'as pas développé les compétences pour qu'un homme veuille te garder avec lui toute sa vie. C'est juste ça, hein. C'est que, ben, moi, je pense que si c'est pas ça, c'est que tu as privilégié autre chose, ta carrière ou autre chose. Donc, si tu as privilégié autre chose, quand tu vas te retrouver à l'âge de 50 ans, ben, il y a plein de femmes qui se retrouvent à l'âge de 50 ans, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas d'enfant et auxquelles aucun homme n'a dit je t'aime, par exemple, parce que ben, ils n'en voyaient pas l'intérêt de lui dire je t'aime. Et malheureusement, c'est le piège enfin, qui, qui vise plusieurs femmes parce qu'elles font pas attention et si elles priorisent autre chose que la famille. D'accord, d'accord et avant qu'on parle on va parler de ton nouveau projet, mais justement en introduction et avant ça, j'aimerais parler du coup, quel est ton rapport au féminisme? Le féminisme 2.0. Ah ah, bah, je te laisse parce que tu vois, je ne veux pas toi t'induire, on va dire, te pousser dans un truc. Dis-nous déjà toi, déjà ce que tu en penses. Est-ce que, bah, justement là, par exemple, tu parles de 2.0, donc si tu parles de 2.0, ça veut dire qu'il y a pour toi, il y a aussi un 1.0 donc tu vois, distingue-nous ça Oui, oui. Il y a un féminisme des années 50 dans lequel il fallait libérer la femme de l'oppression du et patriarcat. parce qu'elle n'avait pas les mêmes droits ouais, elle avait pas les mêmes droits que les hommes. Donc ça, c'est la première version du féminisme. Et moi, vu que je vis au Canada, je me rends compte de manière plus flagrante de la version 2.0 du féminisme. Et moi, je le vis vraiment au quotidien. C'est vraiment au quotidien parce que c'est un pays féministe. Il n'y a pas d'autre mot, et c'est vraiment très féministe. Et donc, les femmes, elles sont au-dessus. Et une fois, j'avais discuté avec une femme, une Québécoise qui est d'un certain âge, qui m'avait dit que nous, on crée nos hommes pour qu'ils restent des garçons. Et effectivement, les hommes ici sont très, très. C'est eux qui font à manger, c'est eux qui s'occupent des enfants, c'est vraiment eux qui sont. Contrairement à l'image qu'on a en France ou en Afrique, où la femme s'occupe du foyer,
et c'est vraiment les hommes qui jouent ce rôle ici. Donc le féminisme 2.0, j'ai l'impression qu'il Qu'il il perd émascule? un peu l'homme. Ouais, qu'il Ouais, émascule OK. complètement l'homme, et ce qui fait que c'est ça ne rend service ni à l'homme ni à la femme parce que finalement la femme, elle s je pense en fait le féminisme 2.0 pour juste faire, rapide, c'est que ils ont confondu l'égalité de valeur avec l'égalité de enfin comment dire? Il y a l'égalité des chances et l'égalité de la valeur. Je sais pas comment t'expliquer, ça veut juste dire que en fait, un homme ne doit pas être une femme, mais une femme doit avoir les mêmes droits qu'un homme, par exemple. Au niveau des valeurs, elles sont on est égaux, mais au niveau de le la valeur intrinsèque, nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes vraiment différents, et cette différence-là, je pense que le féminisme d'aujourd'hui Ne le ouais, ne le a du mal à le ouais, comprendre. ouais, ne le conçoit plus parce que, bah, il y a certaines lignes qui sont bougées et on ne sait même plus définir ce qui est réellement en fait, c'est difficile de vivre dans l'époque dans laquelle on est, où quand tu dis que, bah, en fait, c'est vrai que, tu vois, quand tu vas parler de ce que c'est que ne serait-ce que des choses que nous, on a appris scientifiquement, qui sont vraies et Mmh. qu'on tu vois, ne serait-ce qu'en fait, pour vraiment rester terre à terre et parler de scientifiquement parlant et tu parles, par exemple, d'anatomie. Oui. Tu vois, même tu parles de ce genre de choses, on va dire que là, ça ne fait même plus consensus. Il y a plus rien qui fait consensus, en fait. Tu vois? Oui, c'est ça, c'est toujours remettre en cause la base, et enfin, à un moment donné, la base, la biologie, on peut pas la rediscuter Mais éternellement. c'est ça. C'est ça qui est déroutant. OK, donc dans ce cas-là, parlons donc de piliers conscients. Donc du coup, est-ce que comment ça te vient du coup? Parce que tu en as parlé en introduction, j'ai beaucoup aimé comment tu en as parlé. Tu as dit que tu es, dans tes activités, tu dis que tu te retrouves parmi tes activités, tu te retrouves dans un cercle masculin avec tes amis, tout ça. Donc du coup, quel est le lien? Comment tu t'es venu du coup dans l'idée de créer Piliers Conscients? Qu'est-ce que Piliers Conscients déjà aussi? Alors au départ, comment c'est arrivé? C'est que, sur Instagram, je vois souvent des publications qui passent, et vu que comme je suis au Canada, donc j'ai beaucoup de publications qui sont orientées, Canada et tout ça, et donc je vois beaucoup passer de discours et de choses qui mérissent le poil. Ce qui fait que, oh, tu me connais, moi, les réseaux sociaux, je suis pas très là-dedans, je suis pas du tout là-dedans, je sais pas du tout, enfin, je publie rien, hein, je publie jamais rien sur les réseaux sociaux. Mais quand je vois les choses passer comme ça, finalement, je me suis dit: «Bon, je vais prendre mon stylo encore une fois pour écrire». Donc j'écrivais des commentaires. OK. Donc j'écrivais des commentaires longs comme le bras sur des trucs qui me semblaient aberrants. Sauf que finalement, très tôt, tu te retrouves limité parce que, bah, c'est juste un commentaire limité à certains caractères, donc tu peux pas vraiment expliquer ta façon de penser avec les nuances et tout ça, donc ce qui fait que, bon, tu es assez limité, et ce qui fait que l'interlocuteur en face, il a pas forcément la même vision que toi, il voit pas forcément toutes les nuances que tu peux tout le camailleux d'émotions que tu as pu vivre pendant que tu rédigeais ton commentaire, donc lui, il voit juste tes caractères sur son écran. Bon, donc j'en ai fait pendant quelques temps, et finalement, je me suis rendu compte que l'impact que je voulais donner, c'est surtout l'impact que je voulais donner, c'est que ça n'avait pas beaucoup d'impact. Parce que certains commentaires, il suffisait que la personne te bloquait, ben, tu pouvais plus parler, enfin voilà, donc c'était assez chronophage aussi, donc finalement, ben, je me suis dit: «Bon, la meilleure façon de se faire entendre, c'est de créer son propre, on va dire, son propre canal de communication», donc j'ai créé Piliers Conscients pour redonner aux hommes un peu leur force et leur nature qu'ils avaient presque perdu, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans un genre de, ils sont un peu perdus, dans le sens où s'ils sont trop forts, bah, c'est de la violence, s'ils sont trop faibles, s'ils se font écraser, ils expriment leurs émotions, c'est des hommes fragiles, donc, et pourtant nos grands-parents, ils avaient pas de chaîne YouTube, ils avaient pas de podcast, ils avaient pas de coach de vie, mais ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils savaient exactement ce qu'il fallait faire au niveau de l'honneur, au niveau de la discipline, au niveau du leadership, au niveau de la vulnérabilité, au niveau de l'honneur. Ils savaient tout ça,
et aujourd'hui, ben, personne ne le il y a aucun parent qui vient dire à son fils, «Je vais t'apprendre comment devenir être un homme». Il y a aucun père qui parce qu'il a pas le temps, tout simplement Mais et donc est-ce qu'on peut bon, je te laisse finir, après je te pose la question, alors vas-y, finis et donc? non, non, mais c'est vas-y, vas-y, c'est Et est-ce qu'on peut apprendre moi j'ai quand même, un petit problème, je sais pas, en fait, j'ai une interrogation. Est-ce qu'on peut apprendre à mmh devenir mh. un homme? Et comment on apprend à devenir un homme? Qu'est-ce que c'est? Mais tu sais, quand tu veux apprendre à faire à manger, tu vas avoir un cuistot, un chef cuistot. Mmh. Tu vas apprendre à piloter un avion, tu vas avoir un pilote. C'est moi, je pense que déjà, une femme ne peut pas apprendre à un garçon à devenir un homme. Ça, c'est moi, je pense que c'est un leurre. Une femme va apprendre à un garçon à devenir un adulte. Ça, c'est une chose. Et OK, il va savoir prendre soin de lui. Mais apprendre à devenir un homme, il y a qu'un homme qui peut lui apprendre. Donc oui, je pense qu'on peut apprendre à un homme à devenir un homme, mais il faudrait que ce soit un homme déjà qui lui apprenne. Bah, c'est ça et c'est ça le truc parce que tu vois, quand tu vois déjà le déséquilibre de nos sociétés, tu vois, tu as parlé d'être trop fort, d'être trop faible, trop vulnérable, tu vois? De pas réussir à trouver l'équilibre. Mais tu v beaucoup des schémas d'hommes dans notre société actuelle, c'est ils sont à des extrêmes. On voit très peu Ouais, de personnes équilibrées. Donc c'est pour ça que moi je me pose la question, mais moi je il y a plein de gens, je voudrais même pas qu'ils m'apprennent à devenir un homme. Tu vois ce que je veux dire? mais effectivement, mais parce que je pense que, tu sais, quand on a je sais pas si tu as connu tes grands-parents, moi j'ai pas connu mes grands-parents, Mmh, paternels en tout cas, ou ni maternels, mmh. mais, heu, je veux dire ces hommes-là, ils savaient ce qu'il fallait faire. Je veux dire, on leur a pas appris et le problème, c'est Si, on leur a qu'aujourd'hui, quand la même société, elle s'en appris. nourrit. Bah, ils ont vécu avec leurs, parents qui leur montraient comment la Oui, société, fonctionne. donc ils ont appris. Oui, mais est-ce que c'était un coach? C'était pas du coaching, Ouais, c'était pas du ils apprenaient par l'expérience. mmh, mmh. Ah, c'est Donc parce le que nos fait que sociétés le problème, c'est qu'il y évoluent. a Vas-y, excuse-moi, vas-y. oui, oui, c'est ça, oui. Vas-y, continue. Oui, c'est ça, vu que les sociétés évoluent, oui, donc forcément, il y a des chemins qui sont un peu différents, mais il y a des façons de faire aussi qui sont différentes. Mais je pense que l'homme en lui-même, et c'est pour ça que là, je travaille sur un autre projet, enfin, c'est un projet qui est en continuité de Piliers Conscients, c'est de réécrire complètement un code. Là, je suis à 350 pages. C'est très conséquent, mais réécrire complètement un code dans lequel l'homme, s'il respecte ça, il sera jamais dans les extrêmes. Il sera toujours un pilier pour sa famille, pour sa femme et pour ses enfants. Et je pense que c'est ça, en fait, qui manque. Il manque de beaucoup de personnes, de gens qui parce que le féminisme, le problème, c'est que ça prend trop de place et ça ne parle pas au nom de la majorité. Mais vu qu'ils font beaucoup de bruit, bah, on a l'impression que c'est devenu la norme. Mmh, Et de l'autre côté, il y a les masculinistes qui sont encore à l'extrême, qui font encore beaucoup plus de bruit et qui sont donc c'est pas la solution. L'idée, c'est d'être équilibré et de pouvoir vraiment se baser sur des bases assez solides, en bien fait. sûr et de réussir aussi à créer des terrains. Moi, je pense que c'est aussi ça, c'est aussi de réussir à créer des terrains de conversation, des plateformes de conversation, des plateformes d'échange où tu peux faire entendre ta ton point de vue pour faire naître une prise de conscience que: «Attention, c'est très important pour toi et c'est très important pour notre société que tu défendes le féminisme, mais c'est très important aussi que dans ce que tu défends, tu ne tu n'oublies pas qu'il y a aussi d'autres personnes et que tu n'en viennes pas à léser une grande partie, Ouais, une autre partie, tu vois? Parce qu'en fait, on a souvent et je fais un peu le lien aussi avec le racisme et certains aussi, même si je ne sais pas si on peut faire, vraiment de comparaison, mais en tout cas, chaque fois qu'une minorité est combattue, souvent, souvent, il va y avoir un mouvement de revendication de droits mais il va y avoir toujours des extrêmes qui vont naître et qui des extrêmes qui vont naître et dire:
Non, nous, on en veut plus et en fait, on doit littéralement détruire celui qui nous a fait souffrir pour bien exister. Alors que Ouais, c'est pas ça le ouais, truc, c'est tu pas vois? ça C'est le pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Du coup, la question que j'ai pour toi, c'est certains pourraient se demander: «Mais du coup, qui» entre guillemets, permets-moi de poser la question comme ça, «Qui es-tu? mmh De de quel droit tu te dis que tu peux, bah, dans ce cas-là, enseigner les hommes et écrire ce livre-là que tu dis que tu écris?» Quelle est cette légitimité-là, tu vois? Et comment mmh, je suppose que c'est peut-être même une question que tu te poses, donc comment tu assois ta légitimité et toi-même, comment tu te dis juste: «Je dois le faire et j'ai la légitimité pour le faire»? Parce que pour tout te dire, comme je t'ai dit, je vis dans un pays très féministe et je ressens le féminisme, puissance 10. Vraiment au quotidien, tous les jours, tout le temps, mais moi, vu que je suis pas dans l'extrême, donc moi, ça me pose pas de problème en soi parce que dans ma famille, avec mes enfants, avec ma fille, avec ma femme, bah, on est très équilibré, donc ça, c'est pas un problème. Je pourrais me dire: «Bon, ben les autres, c'est leur problème, ils vont se contenter de ce qui c'est bien fait pour eux, ce qui leur arrive». Mais finalement, je me suis dit: «Mais alors là, mon fils, il a 5 ans, dans quelques années, s'il il continue à grandir dans cette société-là et qu'il n'a pas un code de conduite qui soit vraiment établi, c'est sûr que soit il va se perdre et il va se retrouver, et parce que je me dis aussi, si demain je pars, je disparais de ce monde-là, il aura personne qui va lui apprendre. Mmh. Il y aura personne qui va lui, parce que c'est effectivement, comme je t'ai dit, c'est pas sa mère qui va lui apprendre à devenir un homme. Donc moi, je compte sur ce livre-là et sur ce que je fais et que je vais laisser sur cette terre-là, sur cet héritage-là, pour il prenne le temps de le lire il a le temps de le lire un jour. Mais en tout cas, j'aurais fait ma part. C'est ça, c'est que je veux me dire que j'aurais fait ma part et j'aurais pas laissé juste un monde en décrépitude à se dire: «Bon, ben», parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Si je sais pas si tu as regardé l'émission qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'était une émission où il y avait séparé les hommes et les femmes sur 2 îles différentes et pour voir qui allait s'en sortir le mieux. Ah, je non, j'en ai pas entendu parler. Donc, c'était évidemment, bah, effectivement, c'était une télé-réalité, mais tu te rends bien compte que ça représentait un peu le monde actuel. Donc, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc, les femmes qui disaient: «On n'a pas besoin d'hommes» et les hommes qui disaient: «On n'a pas besoin de femmes». Donc, les femmes, évidemment, aux premières pluies, elles se sont retrouvées trempées, elles n'avaient pas pensé d'abri. Ça me paraît pas et ça me choque pas parce que c'est pas dans la nature de bâtir et de construire. Et les hommes, ils avaient construit des abris super solides avec, effectivement. Donc on aurait pu se dire: «Ben, le jeu est tout joué, le jeu est tout gagné pour les femmes, pour les hommes», parce que, ben, les femmes, elles n'arrivaient pas à pêcher, elles n'arrivaient pas à manger, enfin, elles étaient en train de pleurer, elles se chamailler entre elles. Elles se chamaillaient vraiment systématiquement entre elles tout le temps. Chez les hommes, il y avait une hiérarchie qui avait été imposée naturellement parce que, ben, l'homme le plus «alpha» en guillemets, ben, il donnait les instructions: «Faites ça, faites ci, faites ça». Chez les femmes, c'était pas le contraire. Tout le monde voulait être au même niveau, sauf que ça marche pas. Et à la suite de l'aventure, tu la devineras jamais, c'est que les gagnants ne sont pas ceux qu'on pensait être, parce que finalement, il y a eu un rapprochement des femmes au niveau des hommes. Donc elles se sont rendues compte que certains hommes ne sont pas tous alpha. Il y en a qui suivent un peu la troupe. Donc elles se sont attaquées à ces hommes-là. Donc elles ont commencé à les charmer, à leur faire des propositions. Et si on s'assemblait, et si. Donc elles ont commencé à faire des alliances. Et après, ils ont dit à ces hommes, entre guillemets, bêta: «Mais vous pensez que les hommes alpha, quand ils auront gagné, ils vont vous éliminer, vous aussi? Venez, on se rassemble». Donc finalement, les bêtas se sont assemblés aux femmes pour éliminer les alphas. Mmh. Finalement, qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes? Elles ont éliminé les bêtas à leur tour et elles ont What? gardé le pouvoir. Oh Cette waouh! émission, ça c'était tellement révélateur, je me suis dit: «Mais Et c'est en fait, dingue! c'est ça, ça représente vraiment la société». Ce qui fait que l'idée première là, c'est d'éliminer les alphas qui tiennent la baraque, se mettre avec les bêtas et après eux les éliminer. Donc c'est un peu ça Les le schémas. féminisme actuel, c'est Ouais, vraiment ouais, ça. ouais, ouais, C'est ouais. donc OK. OK, OK, OK. Waouh! donc je sais pas si je suis Intéressant. légitime, Ouais.
mais en gros, moi, c'est vraiment ça, c'est que je veux laisser quelque chose pour en tout cas pour mon fils. Ouais, Après si d'autres personnes le veulent pour leur enfant, oui, ça leur servirait, je pense. ouais, Mais et je te donnerai une copie si t'en veux. Mais ouais. mais oui, moi, c'est vraiment ça, c'est que j'aimerais bien le retour d'autres hommes pour qu'ils me disent: «Tu as oublié ça, est-ce que tu penses que ça c'est jouable? Est-ce que c'est» mais avec 350 pages que j'ai pas terminé, je pense que genre j'essaie de couvrir le maximum de spectre possible sur la masculinité. D'accord. Masculinité saine, Ouais, j'entends bien, hein. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, ça je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. En fait, tu plantes des arbres au pied desquels tu ne t'assierais pas, tu ne t'assoiras pas. Jamais. Waouh, Ouais, c'est ça. waouh, waouh. Franchement, là, je snap, je clap, là, je fais tout, là. J'aime beaucoup parce que c'est très, très, très profond et en fait, c'est vrai que il y a aussi ça, ça fait écho aussi avec une période dans laquelle je suis. Moi aussi, je suis en train d'écrire un toi, en fait, tu n'en es pas, en fait, en réalité, en fait, faut le dire aussi, je tiens à le dire ici, tu en es déjà à 2 publications de livres, je crois, si je m'en souviens bien. Oui, je crois que j'en ai fait le 3e, oui, c'est le troisième là. Que tu es en train d'écrire, que tu es en train d'écrire, mais publié déjà sur Amazon, tu en as déjà 2. Ah oui, c'est ça, exact, oui, Tu exact, oui, vois? exact. Donc, non, je tiens à saluer déjà beaucoup ça et donc du coup Merci. bah, on peut parlons-en si jamais des gens qui sont intéressés. C'est quoi les titres de ces livres, du coup? Le premier c'était un niveau tech c'était assez technique, hein, Ouais, c'était, comment, créer un site web ou un truc, com un web le vrai prix d'un site web, hein, c'est que ouais, où c'est ça. j'expliquais et Ouais, cetera, comment faire un site web. ouais, ouais, je me souviens. C'était assez technique parce que, ben, les livres techniques, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et parce que ça va tout de suite dans le vif du sujet. J'avais arrêté de lire des romans parce que je trouvais ça d'un ennui terrible parce que ça apportait rien et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc j'avais besoin d'un livre technique et mais je pense que je vais m'y remettre. Oh, bon, c'est un peu de fiction de temps en temps, ça fait Mmh. pas de mal, Mmh. Mmh, mmh mh et le mais s c'était dans le domaine technique, le mmh, domaine informatique, oui. ouais et le second, c'était, j'ai oublié le Le nom. second, le nom, c'était il y a quelques années. C'était pas sur le web, non, c'est pas ouais, si, c'est toujours un truc sur, le web marketing ou le marketing digital. Non, c'est pas non, Ouais, un truc comme ça. marketing digital, oui, c'est Ouais, c'est ça, ça. marketing Ouais, digital, ouais, ouais. OK. OK et donc du coup, en fait, ça fait écho un peu à une période dans laquelle je suis aussi et qu'en fait, je me suis, maintenant que je suis, tu vois, aussi, beaucoup plus, on va dire, dans l'accompagnement justement de professionnels, surtout sur l'aspect leadership parce que moi, j'ai découvert le leadership et ça a littéralement changé ma vie, tu vois? Comme je le dis souvent, ça cette discipline-là, quand je l'ai découverte il y a maintenant quasiment 10 ans, ça a littéralement c'est en train de me propulser, si je peux dire ça comme ça et OK, justement, je suis dans une phase où je me suis dit qu'il va falloir que je commence à aussi écrire et je suis en train de OK. justement de mettre sur papier, tout sur papier ou en tout cas de faire un brouillon sur, Qu'est-ce que comment je rends le leadership le plus accessible possible à mon public cible, tu vois? Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler OK. mais c'est vrai qu'en même temps, il y a ça a un écho puissant aussi dans l'aspect où, de la même manière que toi, je veux que mes enfants de demain et moi je les élève même déjà, tu vois? Mmh Sur mh. l'aspect où moi, je leur dis que vous êtes déjà des leaders, pour pas peut-être pas avec ces mots-là parce ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes, mais je leur dis déjà qu'ils sont des leaders. Donc l'éducation que je leur donne déjà, c'est Ouais. pour qu'ils révèlent déjà leur capacité de leader, tu vois? Et Mmh. du coup, c'est bon voilà, ça fait écho. Quels sont est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et il y a un sujet dont on n'a pas parlé là, dont tu t'es dit qu'il faudrait absolument qu'on parle. Je pense qu'on a tout évoqué petit à petit Ouais. justement dans ouais, je pense que ça a été bien guidé, bien amené. Merci. OK. Ouais, oui. Et du coup, j'ai une question, c'est une nouvelle question que j'avais une conversation avec un ami hier et c'est une question que je cherchais à mettre en place, mais j'arrivais pas à le faire et hier dans une conversation avec un ami, d'ailleurs qui est canadien, mais
qui a grandi, à Québec, OK. mais qui est actuellement avec moi à Kigali. Donc, un petit, Ah OK. ouais, petit truc. OK. Et ses parents sont également rwandais. Donc, du coup, OK. Qu'est-ce que tu as OK. appris jusqu'à maintenant qui qui va t'aider pour la suite de ta vie, étant donné qu'on est à mi-parcours? Mais j'ai appris tellement de choses qui vont m'aider, mais je il faut choisir une chose Ouais. que j'ai appris? Bah, une chose ou des choses, si tu préfères, on va pas Bah, être, avare de conseils et de sagesse. je vais choisir une chose parce que je pense que ce sera peut-être plus simple, sinon on va s'éterniser, hein, il y a tellement de leçons de vie, Ouais, bien sûr. mais comment le formuler? C'est que il ne faut jamais prendre de décision définitive sur des émotions temporaires, basées sur des émotions temporaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je fais systématiquement dans tout et que je ferai toujours, c'est que l'émotion temporaire que je ressens aujourd'hui, c'est pas forcément celle-là qui va me guider pour faire les meilleurs choix. Donc c'est vraiment ça. J'essaie toujours de me poser, de m'arrêter malgré l'émotion, de faire le choix après l'émotion, après le passage de l'émotion. OK, et est-ce que tu auras un exemple concret pour ça alors dans ce cas-là? Est-ce que tu as un truc, Bah, par exemple, quand j'ai choisi de me marier, quand j'ai choisi de demander, ma femme en mariage, c'était au début, j'aurais pu le faire, très, très vite, très, très tôt parce que, bah, ça se passait super bien, mais j'ai préféré attendre, je crois qu'on s'est mariés 4 ans après qu'on se soit rencontrés, donc il y en a qui se marient en 2 semaines, en 1 an même. Je comprends pas, je comprends toujours pas parce que ça peut il faut quand même prendre du temps mmh, pour, rencontrer la personne, rencontrer la famille, parler des sujets qui fâchent, des sujets sensibles et tout ça. Donc ce qui fait que malgré les émotions que je ressentais pour ma femme aujourd'hui, enfin à l'époque, j'avais quand même besoin de temps pour lui demander en mari la demander en mariage et cetera et cetera. OK, Et toute ma vie, pour faire des enfants, c'est pareil, pour choisir un emploi, c'est pareil, choisir comment partir, pourquoi quitter la France et cetera. Tous les choix qu'on a fait par la suite, c'était ça, c'est que quand on a quitté la France, on s'est pas dit: «Ben, là aujourd'hui, on n'en peut plus parce que c'est compliqué». On s'est dit plutôt: «On ne va pas fuir la France, mais on va partir dans un autre pays». Parce que si on s'était dit qu'il fallait juste fuir parce que, bah, on se sentait oppressé, on se sentait mal on aurait fait les mauvais choix. Donc on a préféré partir, voir le problème dans un autre sens plutôt que ouais. la bouteille à moitié vide. Bien sûr, bien sûr. En fait, vous étiez plus en fait, vous êtes plus vous cherchez plus le pour que de quitter le Ouais, que de fuir le de contre, quitter, en fait, ouais, voilà, ouais. c'est ça, ouais. OK. Et étant donné qu'on est à mi-parcours, que le podcast s'appelle «À mi-parcours», quelles questions tu aimerais me poser? Parce que, du coup, forcément, tu es à mi-parcours de vie, à mi-parcours de plein de projets, de comment on peut le et c'est pas forcément en plus, je tiens à le préciser parce que les gens me l'ont déjà dit, mais en fait, c'est pas à mi-parcours, c'est pas forcément à moitié de parcours, c'est juste, à mi-parcours, quoi. En fait, ça peut être au début, à la fin, ça va être on est à mi-parcours. Donc est-ce qu'il y a une question que tu OK. aimerais me poser? Heu, qu'est-ce que tu, quelle valeur que tu mettrais au-dessus de toutes les autres dans ta vie aujourd'hui? Quelle est la valeur centrale, de ta vie aujourd'hui? La valeur centrale de ma vie aujourd'hui, je pense qu'au-delà de tout, quand je fais le bilan de ma personne, je dirais c'est la curiosité. La curiosité d'apprendre, la curiosité d'aller vers mon prochain, la curiosité de découvrir le monde qui m'entoure, la curiosité de de ne pas me dire que ce que je sais, c'est un acquis, c'est aussi parfois même de la curiosité aussi de lire des livres ou de regarder des films et de dire que peut-être même que bon, en fait, ça m'intéresse pas, mais bah, en fait, la curiosité juste de le regarder parfois, tu vois? Et de dire que je pourrais être surpris qu'en fait, tu vois? Être curieux, être libre, tu OK, vois? Et d'aller apprendre de nouvelles choses et de se confronter à quelque chose de nouveau, quoi, tu vois? Et de différent. OK. Donc Même si c'est pas aligné avec toi ou, même si c'est pas, même si c'est pas aligné avec moi, ouais,
Tu vois? Totalement, totalement. OK. Tu vois? C'est comme ça, en fait, par exemple, pour donner un exemple, c'est comme ça que moi, tu vois, j'ai et ça rejoint aussi des choses que j'ai appris, au lycée et au collège. On avait des profs qui nous disaient, en fait, quand vous lisez surtout c'est un lien avec la politique, mais ils nous disaient: «Quand vous lisez un journal, entre guillemets, d'un bord, lisez aussi d'autres journaux de d'autres bords». Tu vois? Pour vous Mmh. faire une idée, il faut que votre analyse soit équilibrée et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je peux te dans mes propos, ça peut choquer parfois des gens, mais j'écoute, je te mets quelqu'un comme, on en parle, tu vois? Mais quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple, je peux te citer Mmh. ses influences idéologiques. Comme OK. je peux te citer les influences idéologiques peut-être un peu moins de Mélenchon, tu vois? Mais bon, même si je pourrais les citer Mmh. parce que je clairement en fait, lui, c'est beaucoup plus criard, mais parce que les gens Ouais. ont en tout cas en France, il y a un il y a les gens, on est plus à l'aise avec le fait d'être de gauche, tu vois? De gauche et d'extrême gauche, on est plus à l'aise avec ça que d'être d'extrême droite, tu vois? Mais sauf que moi, j'ai fait Ouais, ouais. l'exercice tu vois? Je fais l'exercice de l'écouter, mais d'écouter, de voir qu'est-ce qui sous-tend ces idées. Comment tu peux être aussi Mmh. brillant, aussi éduqué, aussi tout et de penser de la sorte, tu Mmh. vois? Donc ouais, c'est ça, je dirais que c'est la curiosité et tu vois? Aller et j'app et je du coup, ça me permet d'apprendre énormément de choses et ça me permet de, tu vois? D'avoir des conversations très riches, et je dirais que ouais, c'est ça. Je dirais que ça peut répondre à ça. OK. OK. Et quelles sont les 2 personnalités qui ont le plus marqué ton parcours? Personnalité, Mmh. bah, je pense quand j'étais plus jeune, enfin plus jeune, c'était il y a quelques années qu'il est parti, mais Michael Jackson, OK. c'est une des personnalités qui en fait, je me suis dit: «C'est quelqu'un qui a réussi à s'imposer malgré» après on n'aime pas, il y a des trucs qui sont discutables, mais je veux dire, au niveau musical, il a réussi à s'imposer sur beaucoup de enfin aujourd'hui encore, certaines personnes l'écoutent, mais je veux dire, il a quand même réussi à s'imposer malgré le fait qu'il parte de très loin avec à l'époque, c'était, des noirs qui chantaient, c'était pas personne n'aurait pu imaginer qu'il ait cette carrière-là aujourd'hui, tu vois? Mmh mh. Et moi, je m'étais dit, franchement, quand je serai plus grand, j'achèterai un billet pour aller à son concert parce que c'est quelqu'un qui me fascine vraiment. Mais bon, il est parti trop tôt, donc j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais oui, ça, c'est une des personnalités parce que ça me prouve encore que avec de la il avait pas que du talent, il était vraiment très discipliné encore une fois. Quand il fait ses chorégraphies, quand il dansait avec ses chorégraphes, il dansait avec ses danseurs, enfin, c'était quelqu'un de très, très carré, enfin, il travaillait beaucoup. C'est comme Kobe Bryant, c'était des gens qui, malgré leur talent, ils avaient toujours du travail et le travail surpassera toujours le talent. Toujours et toujours et toujours. Mmh. D'accord. Et la 2e personne, ce sera peut-être Nelson Mandela parce que il est il est l'incarnation même, en tout cas, il était l'incarnation même du du pardon que tu fais parce que le pardon, c'est plus un cadeau que tu fais à toi-même qu'aux autres. Et ça, il était l'exemple brillant de ça et c'est quelque chose admirable en tout cas. Vraiment, je sais pas si moi je pourrais encore si je suis à ce niveau-là, mais c'est quelque chose que je trouve très admirable. Je connais personne d'autre, contemporainement en tout cas, qui ait pu faire, de telles choses, quoi. OK. OK. Du coup, quelles sont les 2 personnes qui ont le plus marqué ton parcours, que du coup, qui sont du coup, tu vas pour opposer avec personnalité, heu, donc qui ont marqué ton parcours et qu'il faudrait que je côtoie, que je rencontre, avec qui il faudrait que j'échange, voire même que j'invite sur ce podcast? Mmh. Bah, il y a ma grand-mère, mais elle est décédée, donc Mmh. Ouais, ouais, tu pourras difficilement ouais, l'inviter. ouais. Mais c'était une personne elle a eu 12 enfants. C'était une personne qui était vraiment dans le don de soi et aussi une femme forte, mais comme j'en ai jamais connu. Était toujours dans la prière. Je crois que j'ai pas connu ouais, je pense qu'elle est décédée, j'avais 34 ans. J'ai pas connu un jour de ma vie où elle priait pas.
elle a prié tous les jours de sa vie, tu vois? C'est quelqu'un de très, très spirituel, c'était quelqu'un de très, très spirituel et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai ce côté spirituel-là en moi parce que, j'ai vu ce que la spiritualité a fait dans sa vie, donc il y a elle et la deuxième personne, c'est je pense que tu pourras pas forcément l'inviter, mais c'est un de mes oncles qui est ingénieur, qui vit à Montréal aussi d'ailleurs. Mmh. C'est la première personne qui m'a montré qu'avec l'esprit, on peut réaliser de grandes choses dans le monde physique. Mmh. En étant intelligent, en se servant de son intelligence, on peut arriver à construire, bâtir de très, très grandes choses. OK. OK et je pense que c'est peut-être de cet oncle-là que tu parlais tout à l'heure quand tu disais que celui qui vous a offert Oui, des Lego, tout ça? OK. exactement, ouais, c'est ça, oui, Est-ce que oui. tu peux donner du coup les 2 noms? Comme ça, si jamais je suis, bon, peut-être pas en fait, donner le nom de ta grand-mère quand même parce que malheureusement ça sera pas possible, mais et de ton oncle. Comme ça, si jamais les invités, ils entendent, ils sauront ils sauront faire le lien avec ton épisode du coup. Jonas Van, il s'appelle Jonas Ouais. Van, Vane. OK, d'accord et ta grand-mère, parce que quand même parce que j'aime bien mettre des noms parce que, tu vois, pour que ça soit pas juste, Ma grand-mère, elle s'appelait Ambroisine Acombi, OK, comme moi Acombi, ouais, mais Ambroisine, ouais. Ambroisine, OK, nice. Mais tu penses que ton oncle, ça pourrait pas le faire même à distance? Je pense que ce sera un peu compliqué parce que, il Il est plus discret, d'une autre génération, peut-être? Je sais pas. aussi, oui, aussi et puis, bah, je pense que ça l'intéresserait pas forcément OK, de OK, OK, pa ouais, ouais. OK, d'accord. Après, ça se tente, hein, Ouais, mais ouais, ouais, OK, ça marche. OK, ça marche. Super. Du coup, heu, quel est le livre ou peut-être les livres qui ont le plus marqué ton parcours? Un livre, à recommander? On a quand même parlé beaucoup de littérature et de livres aussi, quand même, tout au long de l'épisode, mais en fait, j'ai lu beaucoup de livres qui sont techniques, donc comment techniquement faire réaliser des choses, marketing, des sites web donc il y a des livres comme ça qui m'ont marqué parce que je pense que même quand tu fais du sport, par exemple, si tu connais pas la biomécanique, la musculature, tout ça, si tu n'as pas appris ça, tu vas jamais arriver à avoir le physique que tu veux ou alors faire l'entraînement que tu veux correctement. mmh, Et par exemple, donc moi, il y a beaucoup de livres techniques, mais il y en a vraiment plein. Après, je pourrais pas te dire, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un livre que Flo justement m'a partagé. C'était sur l'entraînement, du GIGN, je crois, un truc comme ça, oh waouh! l'entraînement physique Oh waouh! et c'était quelque chose de très, 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 très dur physiquement et enfin, ça m'a marqué comment est-ce que l'esprit peut contrôler encore une fois la force et le deuxième livre, je crois que c'est toi qui me l'as partagé, c'est Père riche, père pauvre Mmh. et je crois que tu me l'avais partagé, mais en PDF, je le voyais là traîner. J'ai dit: «Oh, je vais lire un de ces 4» et j'ai pas mis et j'ai mis du temps à le lire, mais quand j'ai commencé à le lire et là, je te dis encore une fois merci, merci, parce que grâce à toi, je crois que ça a déclenché quelque chose en fait, c'est comme si j'avais un verrou dans ma tête et quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a je me suis rendu compte qu'une autre chose est possible et c'est grâce à toi que j'ai aujourd'hui en entrepreneuriat, en tout cas, je suis toujours aussi ouvert et toujours aussi curieux et franchement, je pense que je ne te remercierai jamais assez parce que depuis que tu m'as fait parvenir ce livre-là, c'était une fois, c'était en PDF, j'ai pu arrêter, j'ai pu arrêter. Maintenant, je suis inarrêtable quasiment. Oh waouh! Tout le temps et ça, c'est grâce à toi. Oh waouh, OK. Je savais pas, tu m'apprends quelque chose. Ah oui, Ouais, même ma femme, elle peut te le dire, ouais, elle peut le confirmer, hein, ouais, on l'a lu tous les 2, ouais, on l'a dévoré après, ouais, mais après elle a dit: «Franchement, tu devrais remercier Yannick ouais, parce que franchement, ouais, ouais. c'est ah ouais, tu as déverrouillé quelque chose Ah, là. ah merci, Merci». merci, avec plaisir, avec plaisir. Bah, en fait, en plus, j'en parle beaucoup parce qu'en plus, je suis j'en parle beaucoup de ce livre et ces derniers temps même, je suis dans une phase où justement, je suis en train de lire beaucoup plus encore plus de livres sur l'intelligence financière et sur le rapport à l'argent et justement, je pense que c'est un livre que je pense que j'ai lu en soit même peut-être, en tout cas de bout en bout, je l'ai lu au moins deux fois, je pense.
De bout en bout, je l'ai lu au moins 2 Ah fois. ouais. Mais après par genre juste prendre des chapitres ou des phrases par-ci par-là, je pense que je suis déjà une dizaine, une quinzaine de fois, tu vois? Et je pense que j'ai pas Ouais. fini et justement être dans cette étape dans laquelle je suis là, je veux encore retourner dedans. OK. Et OK, une œuvre artistique, donc un vinyle, un tableau, un film, qui ont marqué ton parcours? Qui a marqué ton parcours? Je pense, que c'est le premier album que je me suis acheté quand j'avais mon argent, mon vrai argent quand mon salaire. C'était l'album de MC Solar, c'était 5e As. Mmh. Et c'était un CD à l'époque et je l'écoutais en boucle tout le temps dans ma chambre d'étudiante à Paris, dans le 16e. J'étais vraiment content d'avoir pu m'acheter. J'avais été à la Fnac avec enfin, et les paroles, le les lyrics, enfin c'était vraiment un plaisir, une satisfaction de pouvoir me l'offrir de un. Et après quand j'ai découvert en fait, enfin, je connaissais certaines chansons, mais j'avais pas tout l'album et je crois que toutes les chansons, je les connais par cœur. Je les connais par cœur parce que c'est vraiment la façon d'écrire, la façon de chanter, OK, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. OK, ça marche, génial. OK, du coup, si on veut prendre contact avec toi, par quel biais on peut le faire? Parce que les gens qui écoutent peuvent, moi j'encourage toujours beaucoup les gens sur l'aspect également, le réseau, l'aspect social. L'être humain est homo sociologicus, donc il faut qu'on crée des liens sociaux. J'encourage beaucoup les gens à le faire et moi, le fait d'être comme ça également, tout à l'heure, par rapport à ta question sur les valeurs, je pense qu'il y a aussi un aspect qui est très puissant chez moi, que je travaille beaucoup, c'est ma capacité à aller aujourd'hui à juste démarcher les gens, voir parfois je peux être dans un supermarché, je regarde la personne, j'ai envie de lui dire un truc, je lui dis un truc et peut-être que tu verras que dans 2 3 ans, cette personne et moi, on est en train de faire un projet ensemble. Mais c'est parti juste de Ah ouais, ouais, OK. tu vois? Je développe énormément ça, tu vois? Parce que je trouve qu'il y a une puissance réellement dans ça. Donc si on veut prendre contact, pardon, avec toi, comment on pourrait le faire? Ah moi, je suis un peu plus discret comme tu sais bien, je Ouais, suis je un peu plus sais, je discret, sais, je mais sais. bah, il y a mon compte, je crois que c'est le TikTok et Instagram, c'est les 2 mêmes comptes, c'est Piliers Conscients. OK. C'est des comptes sur lesquels je distribue, à profusion, tous les jours des conseils aux hommes dans leurs relations en tant qu'hommes, au niveau de la discipline, du leadership et tout ça. Je sais pas, après, Ouais, je il y a quoi d'autre comme contact? Je pense que c'est J'ai déjà pas d'autres, ouais, je pense que ouais, c'est ouais, déjà ouais, pas mal. C'est déjà pas mal, surtout que en plus ouais, c'est ton bébé c'est ton bébé actuel donc tu vois? Je pense que ça sera déjà très suffisant pour, créer du lien et aussi ouais. de se connecter avec, ce que tu fais et tu vois? Tu parlais surtout de masculinité saine, tu vois? De découvrir aussi, tu vois? L'importance d'avoir, ce genre de plateforme dans notre société actuelle, quoi. Bah, merci en tout cas. Bah, merci beaucoup Boy. Et je Ça m'a fait plaisir en tout cas d'être là. Ouais, C'est passé vite, hein? c'est passé vite, c'est passé très, très vite et c'est passé très vite, et encore, on s'est dit on accélère un peu, mais c'est passé très vite. C'était un super échange Bah, on aurait pu parler de plein d'autres choses encore effectivement, et parce que ouais, exactement. on adore parler tous les 2. On va se voir très vite pour encore continuer à parler, parler, parler. OK, Ouais, nos échanges sont toujours très, très riches. Moi, ouais, j'adore nos échanges, donc ouais. Ouais, moi aussi. au Ah, plaisir, ouais, hein. moi aussi, carrément, carrément. Donc, je te dis à très vite et merci encore d'avoir été à mi-parcours. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Ciao, ciao. Bye. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.